Vladimir Poutine issu d'une famille ouvrière, il a suivi des études de droit de 1970 à 1975 à l'université de Leningrad. En 1975, il intègre le KGB, Comité pour la sécurité de l'État, l'agence de renseignement de l'époque soviétique, où il bénéficie d'une formation avancée avant d'être envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, au sein du département de contre-espionnage de 1985 à 1990, période durant laquelle il atteint le rang de lieutenant-colonel. Revenu à Leningrad en 1990, Poutine est nommé conseiller du recteur de l'université locale, Anatoly Sobchak, qui fut son professeur et une figure marquante des réformateurs russes de cette époque. Quand Sobchak devient maire de Leningrad en 1991, il fait de Poutine son conseiller. Assigné à la responsabilité des relations internationales de la ville, Poutine est promu premier adjoint du maire de Saint-Pétersbourg en 1994. En 1996, à Moscou, il devient adjoint au responsable des affaires générales puis adjoint responsable de l'administration présidentielle. Suite à une courte période à la tête du FSB, Service fédéral de sécurité, le successeur du KGB. Cependant, relancer une économie menacée de stagnation en 2014 reste un défi majeur. Le 25 décembre 1991, avec la fin de l'URSS, la Russie perd son statut impérial mais doit gérer une grande diversité culturelle. Elle compte plus de 30 millions de citoyens non russes tout en ayant 25 millions de Russes éparpillés dans d'anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes. Face au défi de redéfinir son identité et de transition du communisme, la restauration de l'autorité de l'État reste un enjeu crucial. La longue présidence d'Yeltsin témoigne des difficultés de la Russie à se réinventer politiquement, malgré le soutien occidental. Les crises internes, la guerre en Tchétchénie, et l'influence persistante des oligarques marquent cette période de transition. L'arrivée au pouvoir de Poutine en 1999, dans un contexte de scandale et de défaite en Tchétchénie, inaugure une ère de consolidation du pouvoir central et de tentative de restauration de la grandeur russe, face aux défis économiques et aux tensions internes. En Tchétchénie, un accord de paix en 1997 soulève à nouveau des questions sur l'unité nationale malgré un parlement adoptant une opposition constructive et un gouvernement faisant face à des concessions multiples. L'offensive militaire lancée en décembre 1994 dans cette république rebelle, suite à sa déclaration d'indépendance en novembre 1991, suscite la controverse publique sans apporter de résolution définitive, menant à un accord de paix en 1996. Malgré le désaveu de sa politique lors des législatives de 1995, qui ont vu la victoire du Parti communiste, Boris Yeltsin est réélu en 1996 face à son rival communiste, Gennady Zyuganov. Fréquemment absent pour des raisons de santé, Yeltsin est progressivement contraint de déléguer ses vastes pouvoirs constitutionnels, tandis que les leaders locaux gagnent en autonomie vis-à-vis du pouvoir central. Yeltsin effectue plusieurs remaniements gouvernementaux, changeant fréquemment de Premier ministre, avec 5 nominations en 18 mois. En août 1999, Sergueï Stepachine est remplacé par Vladimir Poutine, un choix motivé par Yeltsin pour protéger les intérêts de son cercle intime au milieu de scandales, notamment celui du détournement de fonds du FMI. L'apparition de rebelles islamistes au Daghestan en août, en provenance de la Tchétchénie voisine, ravive le souvenir de l'échec militaire russe de 1994 à 1996. Utilisant cela comme prétexte, la Russie lance une seconde offensive en Tchétchénie, ralliant initialement le soutien populaire grâce à une propagande efficace. Dans le contexte d'une campagne électorale marquée par le nationalisme, le parti Unité, créé en soutien à Poutine, réalise un score notable lors des législatives, juste derrière le Parti communiste. La coalition La Patrie toute la Russie, dirigée par l'ancien Premier ministre Yevgeny Primakov et le maire de Moscou Yuri Louchkov, se trouve être la grande perdante. Avec une majorité solide à la Douma, Poutine bénéficie de la satisfaction d'Yeltsin qui, assuré d'une immunité judiciaire à vie, démissionne fin décembre, laissant Poutine assurer l'intérim présidentiel. Peu avant l'élection présidentielle de 2000, Primakov et Louchkov se retirent de la course, et la candidature de l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovski est rejetée. Malgré des irrégularités, Poutine remporte l'élection dès le premier tour avec 52,9% des voix. Son ascension rapide, sur fond de conflit tchétchène, suscite des interrogations tant nationales qu'internationales. Sans programme électoral précis et initialement vague sur ses intentions,
l'ancien chef du FSB met l'accent sur le renforcement de l'autorité centrale, un remaniement profond de l'administration et une nouvelle approche des relations avec les élites régionales marquent ses premiers pas en tant que président. La création de 7 districts fédéraux dirigés par des représentants présidentiels vise à renforcer l'autorité centrale, malgré le maintien des gouverneurs élus. La doctrine de sécurité de l'information, adoptée en septembre 2000, critique les menaces à la sécurité nationale et appelle à renforcer les moyens d'information de l'État. Dès 2001, l'État commence à démanteler les empires médiatiques de Vladimir Goussensky et Boris Berezovsky, reprenant le contrôle des médias nationaux et mettant fin à leur indépendance. Cette reprise en main entraîne l'instrumentalisation de la justice et des attaques contre la liberté d'information, justifiées par l'intolérance envers la critique indépendante. Poutine s'attaque également aux oligarques, symboles de l'ère Yeltsin, pour mettre fin à leur influence sur la politique et l'économie. L'arrestation de Mikhail Khodorkovsky, président de Yuko, pour fraude fiscale et escroquerie, suivie de la saisie de la compagnie, illustre cette volonté de reprendre le contrôle sur les secteurs clés et de limiter l'influence des puissances économiques privées. Cet acte souligne la fin de la période marquée par l'emprise des oligarques sur le Kremlin et le début d'une nouvelle ère de contrôle étatique sur l'économie et la politique. Dès 2000, une volonté marquée de renforcer le contrôle gouvernemental se manifeste à travers diverses mesures visant principalement à consolider l'assise politique du président. En juin 2001, l'adoption par la Douma d'une loi régissant le statut et le fonctionnement des partis politiques impose des critères stricts pour leur reconnaissance officielle, notamment l'obligation d'avoir au moins 10 000 membres inscrits dans la moitié des 89 régions de la fédération, modifiant ainsi profondément le paysage politique russe. Cette législation facilite l'élimination des partis considérés comme indésirables et contribue à la création de Russie unie, un nouveau parti rassemblant plusieurs courants centristes, désormais perçu comme le parti du président. Malgré un taux d'abstention élevé de plus de 43%, les élections législatives du 7 décembre 2003 renforcent la position politique de Vladimir Poutine, avec une victoire significative de Russie unie qui remporte 37,5% des votes. Cette victoire, obtenue grâce au soutien actif de l'appareil d'État en faveur du parti présidentiel, se fait au détriment du Parti communiste, du parti ultranationaliste de Vladimir Zhirinovsky, et des partis libéraux Yabloko et SPS, Union des forces de droite, qui ne réussissent pas à atteindre le seuil de 5% nécessaire pour obtenir des sièges au Parlement. Cela préfigure une campagne présidentielle fortement contrôlée par le pouvoir en place. Face à une élection considérée comme inévitable, les leaders des partis réformateurs Yabloko et SPS décident de ne pas se présenter, tandis que le Kremlin cherche à encourager d'autres candidatures pour maintenir une apparence de pluralisme. Ainsi, lorsqu'il est réélu le 14 mars 2004 avec 71,3% des voix et un taux de participation de 64,3%, Poutine bénéficie d'une image de dirigeant stable promettant de restaurer un État fort, en pleine croissance économique. Le drame de la prise d'otage à l'école de Beslan en Ossétie du Nord en septembre 2004, qui entraîne la mort de plus de 300 personnes, majoritairement lors de l'intervention des forces spéciales russes, permet à Poutine d'accélérer l'instauration d'une verticale du pouvoir, affaiblissant les autorités régionales et les institutions parlementaires et judiciaires. En septembre 2004, il annonce la réforme du système de nomination des gouverneurs locaux, qui ne seront plus élus directement mais désignés par les assemblées locales sur proposition du président de la fédération, avec l'approbation de ces mêmes assemblées. De plus, les membres du Haut Collège de qualification des juges, responsables de la nomination des juges des cours suprêmes, seront désormais nommés par le chef de l'État ou par le président du Conseil de la Fédération. La loi sur les partis politiques, modifiée en décembre 2004, exige désormais un minimum de 50 000 membres pour un parti politique, contre 10 000 auparavant, réduisant considérablement le nombre de partis à une quinzaine en 2007. En mai 2005, une nouvelle loi électorale met fin à l'élection de la moitié des députés au scrutin uninominal, établissant que tous les députés soient élus au scrutin proportionnel et représentent des partis ayant recueilli plus de 7% des voix. L'administration présidentielle, un cabinet élargi étroitement lié aux services de renseignement et au monde des affaires, supplante le gouvernement. Divers groupes continuent d'influencer la scène politique, avec les libéraux, principalement des juristes et des économistes de Saint-Pétersbourg, en charge de la modernisation du pays, tandis que les fidèles d'Yeltsin perdent en influence au profit des représentants des forces de sécurité.
À l'approche des élections législatives de 2007 et présidentielles de 2008, le Kremlin montre sa détermination à empêcher tout scénario à la géorgienne ou à l'ukrainienne. La loi sur les ING, signée par Poutine en janvier 2006, instaure un contrôle rigoureux de l'État. Une ING peut être interdite si elle est jugée menaçante pour la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie. La loi contre l'extrémisme, renforcée en juillet 2007, restreint davantage les libertés en élargissant notamment la définition de l'extrémisme. Avant les législatives de décembre 2007, la popularité de Poutine et la prospérité économique assurent à Russie unie des conditions optimales pour gagner les élections. Les opposants actifs sont constamment harcelés, et les manifestations sont violemment réprimées. Les élections législatives se déroulent sans surprise, Russie unie l'emportant avec 64,3% des voix, tandis que l'opposition réformatrice est absente du Parlement. Les observateurs internationaux signalent de multiples irrégularités. En préparation de l'expiration de son mandat en mars 2008, Poutine prépare sa succession en soutenant Dmitri Medvedev, un allié de longue date. Medvedev, ancien conseiller à la mairie de Saint-Pétersbourg et président du conseil d'administration de Gazprom, est bien accueilli par le milieu des affaires. Bien que Poutine soutienne Medvedev, il exprime son intention de rester au pouvoir en tant que Premier ministre. La campagne présidentielle de 2008 se caractérise par l'élimination de toute opposition significative, Medvedev remportant l'élection avec 70,2% des voix dans un scrutin critiqué pour son manque de liberté. Poutine prend alors la tête de Russie unie et devient Premier ministre, maintenant une influence dominante au sein du gouvernement russe aux côtés de Medvedev. En novembre 2011, une semaine avant les élections législatives, lors d'un rassemblement du parti Russie unie à Moscou, Vladimir Poutine annonce officiellement qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle du 4 mars 2012. Cette annonce survient alors que Poutine connaît une baisse de popularité sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2000, une tendance confirmée lors des élections législatives du 4 décembre 2011 où le parti pro-présidentiel n'obtient que 49,5% des voix, contre 64,3% lors du scrutin précédent. Cette diminution est d'autant plus notable que les élections sont marquées par de nombreuses irrégularités, avec des accusations d'ingérence de l'État, de partialité des médias, et de fréquentes violations de la procédure de vote, soulignée par l'OSCE. Face à ces critiques internationales et à une vive contestation au sein de la Russie, de grands mouvements de protestation émergent dans les principales villes, dénonçant l'injustice, la corruption, les fraudes électorales et qualifiant Russie unie de « parti des voleurs et des escrocs ». Malgré les évidences de manipulation électorale largement diffusées en ligne, le gouvernement russe nie toute fraude massive et refuse d'organiser un nouveau vote. Alors que les arrestations d'opposants s'intensifient, Poutine minimise l'importance des manifestations qu'il considère comme orchestrées par l'Occident. Dans ce climat tendu, que certains qualifient de « printemps russe », Poutine est réélu dès le premier tour avec 63,6% des votes, face à plusieurs candidats. Le scrutin et ses résultats contestés entraînent de nouvelles manifestations, qui s'affaiblissent cependant en l'absence d'une opposition unie. Le gouvernement assouplit certaines lois très restrictives sur les partis politiques et les élections, mais renforce en même temps la législation contre les opposants et les ING, suscitant davantage de contestations. Les élections municipales et régionales de septembre 2013 permettent à l'opposition de gagner du terrain, notamment grâce aux bons résultats d'Alexeï Navalny à Moscou, bien que le maire sortant l'emporte dès le premier tour. Malgré cela, l'élection moscovite très médiatisée et les avancées de l'opposition ne parviennent pas à masquer la faible participation électorale. Dans la plupart des cas, les candidats du pouvoir conservent leur poste, même si des surprises surviennent, comme la victoire d'Evgeny Roizman à Ekaterinbourg. Ces élections témoignent toutefois de la persistance de la société civile russe et de ses forces démocratiques. Avant les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en février 2014, Poutine tente d'améliorer son image dégradée à l'international, ternie entre autres par une loi contre la propagande homosexuelle. Après l'adoption d'une amnistie par la Douma, plusieurs prisonniers sont libérés, y compris l'ancien oligarque Khodorkovsky, des militants de Greenpeace et les membres du groupe Pussy-Rio. Cependant, l'assassinat de Boris Nemtsov en février 2015 expose le climat politique toxique en Russie, exacerbé par une rhétorique nationaliste anti-occidentale, surtout depuis l'intervention russe en Ukraine.
Ces gestes de clémence ne cachent pas les violations continues de la liberté d'expression, malgré les efforts du gouvernement pour polir son image via des médias en ligne favorables. La Russie se classe 148e sur 180 dans l'indice de liberté de la presse de Reporters sans frontières en 2016, et la pression s'accroît sur les ING depuis la loi de 2012. Le centre Levada, connu pour ses sondages, est également marqué comme « agent de l'étranger », juste avant les élections législatives de 2016, dominé par Russie Unie qui remporte une large majorité, bien que le taux de participation soit seulement de 48%. En mars 2018, Poutine commence son 4e mandat, bénéficiant d'une popularité renouvelée depuis 2014 et d'une opposition affaiblie, après une campagne électorale peu disputée. Il gagne avec 76% des voix, les appels au boycott d'Alexeï Navalny n'ayant pas eu d'effet notable, malgré les pressions et irrégularités observées. La contestation est contenue, mais le mécontentement social monte, notamment après une réforme controversée des retraites. Malgré cela, Poutine voit sa popularité diminuer, effet atténué par rapport à la désapprobation visant le Premier ministre Medvedev. Les élections locales de 2019 sont précédées de protestations et de répression, affaiblissant le parti au pouvoir, surtout à Moscou. En janvier 2020, Poutine propose des réformes constitutionnelles visant à consolider le pouvoir présidentiel, avec une consultation populaire prévue. Après la démission de son gouvernement, Medvedev est remplacé par Mikhail Mishustin. Un amendement constitutionnel permettant à Poutine de se présenter pour 2 mandats supplémentaires en 2024 est approuvé par la Douma et par référendum en juillet, reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Avec la dissolution de l'URSS, la Russie doit redéfinir son rôle régional et international. Elle joue un rôle clé dans la formation de la Communauté des États indépendants, CEI, visant à maintenir une certaine influence sur les anciennes républiques soviétiques. Cependant, l'autorité de la CEI est limitée, privilégiant les accords bilatéraux et la diversité des intérêts nationaux. Malgré des tentatives de maintenir un espace militaire commun, la Russie est critiquée pour son implication dans des conflits régionaux et son soutien à des régimes autoritaires. Des réformes sont entreprises pour revitaliser la CEI, aboutissant à la création de la Communauté économique eurasiatique, CEA, et de l'Organisation du traité de sécurité collective, OTSC, renforçant la coopération militaire et économique entre certains membres. La Russie cherche à maintenir son influence sur l'espace post-soviétique tout en s'adaptant aux nouvelles réalités géopolitiques, notamment en développant des relations avec la Chine et en participant activement à des organisations régionales comme l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Ces efforts visent à établir un contrepoids aux influences occidentales et à sécuriser ses intérêts stratégiques et économiques dans la région. Dès le printemps 2001, et plus nettement après les événements du 11 septembre, la Russie modifie sa politique étrangère pour devenir un acteur majeur sur la scène internationale, visant particulièrement à renforcer ses liens avec les États-Unis et l'Europe. Face aux nouvelles menaces globales telles que le terrorisme, la prolifération d'armes, la criminalité organisée et l'immigration illégale, la Russie met en avant ses atouts, notamment sa position géographique stratégique, ses capacités de renseignement, et ses relations héritées de l'ère soviétique avec des pays suspectés de soutenir le terrorisme, comme l'Afghanistan et l'Iran. Elle exploite également ses ressources énergétiques comme levier économique, proposant un partenariat énergétique aux États-Unis et à l'Europe afin de diversifier leurs approvisionnements, tout en cherchant à obtenir une liberté d'action pour sa politique intérieure et à maintenir son influence exclusive sur l'espace post-soviétique. La Russie gagne en visibilité sur le plan international grâce à la création du Conseil OTAN-Russie en mai 2002, sa participation active à la diplomatie pendant la crise irakienne alignée sur les positions de Berlin et de Paris, les négociations pour son adhésion à l'OMC, et son intégration au protocole de Kyoto ainsi que sa présidence du G8 en 2006. Au Moyen-Orient, elle joue le rôle de médiateur dans des dossiers sensibles comme le nucléaire iranien, le conflit syro-libanais, et le processus de paix israélo-palestinien, étant membre du Quartet pour le Moyen-Orient avec les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies. Poutine obtient des concessions de l'Occident concernant sa politique en Tchétchénie ainsi que des garanties importantes de l'Union européenne pour l'enclave de Kaliningrad. Cependant, ces succès ne doivent pas occulter le déclin de l'influence russe dans le monde, son incapacité à influencer de manière décisive les grandes questions internationales comme la crise irakienne, et ses difficultés à dominer dans son étranger proche. Les tentatives de certains membres de la CEI de s'éloigner de Moscou coïncidant avec un engagement accru des États-Unis en Asie centrale,
en Géorgie et en Ukraine. Affectée par l'indépendance de ces deux dernières républiques en 2003 et 2004, la Russie tente de profiter des difficultés des gouvernements post-révolutionnaires et de l'affaiblissement de l'attrait de l'Union européenne, utilisant l'énergie comme instrument de pression, comme en témoigne la hausse des prix du gaz pour l'Ukraine en 2006 et la fermeture de l'oléoduc Drouja pour la Biélorussie. La Russie lance également des initiatives de coopération économique, comme la création de l'espace économique unique avec la Biélorussie et le Kazakhstan en 2012, ouverte à d'autres pays comme l'Arménie, l'Ukraine et le Kirghizistan. Malgré son adhésion à l'OMC en 2012, elle poursuit le développement d'une zone de libre-échange au sein de la CEI, avec plusieurs pays ratifiant un nouvel accord en octobre 2011. Concernant la mer Noire, la Russie s'efforce de conserver ses bases militaires dans des régions contestées comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie, bénéficiant du conflit russo-géorgien de l'été 2008. L'élection de Viktor Yanukovych en Ukraine en 2010 renforce la position russe, notamment avec l'accord prolongeant la présence de sa flotte en Crimée jusqu'en 2042, facilitant l'annexion de ce territoire en 2014 après la chute d'Yanukovych. Lors d'une conférence sur la sécurité à Munich en février 2007, Poutine critique vivement les actions unilatérales, souvent jugées illégitimes, des États-Unis. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes liées notamment aux plans américains d'installer des systèmes antimissiles en Europe de l'Est. La Russie, considérant ces mesures comme une menace directe à sa sécurité et à son influence régionale, menace de se retirer du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, FCE, ce qu'elle fait en juillet 2007. La reconnaissance par la Russie de l'indépendance du Kosovo en 2008, ainsi que son opposition à l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, illustrent ses tentatives de contrer l'influence occidentale. La nouvelle doctrine militaire russe de 2010 identifie l'OTAN et son expansion comme des menaces principales. L'élection de Barack Obama et la décision des États-Unis en 2009 d'abandonner le projet initial de bouclier antimissile apaisent temporairement les relations, aboutissant à la signature du nouveau traité START en 2010. Cependant, les tensions demeurent, comme le montre l'échec du renouvellement du programme CTR en 2012 et les désaccords sur le projet de défense antimissile de l'OTAN. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump en 2017 crée une période d'incertitude, malgré ses appels initiaux à normaliser les relations avec Moscou. La dénonciation par les États-Unis du traité INF en 2019 marque la fin officielle de cet accord de l'ère de la guerre froide. Depuis 2003, la Russie renforce sa présence au Moyen-Orient, resserrant ses liens avec l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Jordanie, tout en continuant de soutenir la Syrie contre l'insurrection et le radicalisme sunnite. Les printemps arabes de 2010 mettent la Russie en difficulté, la poussant à soutenir ses alliés traditionnels et à s'opposer à toute intervention étrangère en Syrie. L'intervention militaire russe en Syrie en 2015 change la dynamique du conflit, donnant un avantage au régime de Bachar el-Assad et permettant à Moscou de reprendre une position de force diplomatique dans la région, malgré l'absence d'une solution politique claire au conflit. En tant que puissance eurasiatique et membre de l'APEC depuis 1998, la Russie a accueilli son premier sommet en 2012 à Vladivostok. Elle cherche à redéfinir et enrichir ses liens avec la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est, dans un contexte où les influences de Washington et Pékin se font concurrence dans la région. La Russie souhaite exploiter le dynamisme de l'Asie pour développer son Extrême-Orient. Son partenariat stratégique avec la Chine, initié en 1997 et renforcé par un traité de coopération et d'amitié en 2001, a conduit à des accords significatifs dans les domaines économiques, frontaliers, militaires et diplomatiques, notamment sur les programmes nucléaires iraniens et la crise syrienne. La Chine et la Russie sont les principaux soutiens de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, fondée en juin 2001, qui inclut également le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, et le Tadjikistan, avec l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, et la Mongolie comme observateurs. Les relations de longue date avec l'Inde, axées sur une coopération militaire et technique, ont été renforcées lors de visites d'État en 2010 et 2013. De nouvelles dynamiques régionales émergent, avec le développement de zones de libre-échange entre l'Union douanière et le Vietnam, ainsi qu'avec l'ASEAN. En août 2008, pour la première fois depuis la dissolution de l'URSS, la Russie a mené une opération militaire contre un État souverain en entrant en conflit avec la Géorgie.
La tentative de la Géorgie de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud par la force a provoqué une réaction militaire russe, justifiée par la protection de ses citoyens dans la région. Le conflit s'est étendu à l'Abkhazie, une autre région séparatiste géorgienne, créant une crise internationale majeure. Bien que la responsabilité de la Géorgie dans le déclenchement du conflit ne soit pas niée, l'intervention russe est critiquée par la communauté internationale comme disproportionnée. Un plan de paix établi le 12 août par l'Union européenne, qui appelait à l'arrêt des combats et au retrait des troupes russes, n'a pas suffi à calmer les tensions. Les États-Unis et l'Union européenne ont demandé le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, tandis que la Russie a cherché à affirmer son influence dans l'ancien espace soviétique. Malgré les protestations internationales, le président Medvedev a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie le 26 août, une décision non soutenue par la Chine ni par les membres de la CEI. Le conflit a isolé la Russie sur la scène internationale et a eu des effets négatifs sur ses intérêts dans l'espace post-soviétique. Les initiatives de l'UE visant à renforcer ses liens avec les anciennes républiques soviétiques ont remis en question les positions russes, notamment avec le projet d'accord d'association UE-Ukraine en septembre 2008 et le lancement du partenariat oriental en mai 2009. Les efforts de l'UE pour améliorer les relations avec les pays voisins de la Russie n'ont pas donné les résultats attendus. En Ukraine, l'échec des leaders de la « Révolution orange » et l'arrivée au pouvoir de Viktor Yanukovych en 2010 ont marqué un ralentissement du rapprochement avec l'UE, suivi d'une détente dans les relations avec Moscou. L'échec du sommet de Vilnius en novembre 2013, principalement dû à la décision de l'Ukraine de suspendre la signature de l'accord d'association avec l'UE au profit de l'aide économique proposée par la Russie, a exposé les limites du « partenariat oriental », finalement adopté uniquement par la Géorgie et la Moldavie. Ces pays, cependant, ne souhaitent pas risquer une rupture totale avec la Russie, qui continue d'exercer une pression sur eux. Les tentatives de l'UE de dialoguer avec la Biélorussie n'ont pas avancé le pays vers la démocratie, laissant la Russie comme le principal allié de la Biélorussie isolée. La destitution de Yanukovych, suite à des manifestations pro-européennes et nationalistes causées par l'arrêt du rapprochement avec l'UE, a provoqué des tensions inédites avec l'Ukraine. La Crimée, région vulnérable en raison de sa population d'origine russe, a été annexée par la Russie en mars 2014 après un référendum. Cette crise internationale s'est intensifiée avec l'extension du conflit aux régions russophones de l'Est de l'Ukraine. Bien que Kiev ait signé l'accord d'association européen, les efforts de médiation de l'UE et les sanctions contre la Russie n'ont pas réussi à stabiliser la situation, comme le montrent les accords de paix de septembre 2014 et de février 2015. L'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine ont exacerbé les divergences entre la Russie et l'OTAN. En mars 2015, la Russie a suspendu sa participation au groupe consultatif sur le traité FCE, tandis que l'OTAN l'accuse de non-conformité avec le document de Vienne de l'OSCE. Malgré la suspension de la coopération pratique dans le cadre du COR, les canaux de communication restent ouverts. En mars 2018, Poutine entame son 4e mandat, marqué par des désaccords continus avec l'UE et l'OTAN, exacerbés par l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de l'opposant à Navalny, mettant la France dans une position délicate dans ses efforts de rapprochement avec Moscou.